Que vous soyez à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en Afrique ou dans le reste du monde, vous êtes les bienvenus si vous avez l'occasion de suivre ce plateau spécial Afro Lumière que nous présentons pour vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à notre programme. Comme vous le savez fort bien, mesdames et messieurs, il y a quelques années, quand on parlait de l'Afrique, cela symbolisait les forêts, les animaux, les cours d'eau, les hommes et des femmes travailleurs, vertueux, etc. Mais depuis un temps, malheureusement, quand on parle de l'Afrique, on sous-entend la guerre, la famine, les déplacements et d'autres vices qui appartiennent à un passé oublié sous d'autres cieux. Pourquoi l'Afrique doit-elle être victime des caprices ou de la mauvaise foi des autres peuples à travers le monde? Une sagesse du monde dit, dans certaines circonstances, la passivité équivaut à la complicité. Il existe en Afrique, tout comme en RDC, des groupes de personnes et des personnes prises individuellement qui disent non à cette situation. C'est pourquoi ils n'ont plus la bouche fermée, ils ont la bouche totalement ouverte pour parler de la situation de l'Afrique et pour la fustiger. L'une de ces personnes est celle que nous recevons sur ces plateaux. Il s'appelle Lobola Loilondo, on appelle Chenouti, parce qu'il est le maître, le représentant du mouvement Afrocentricité internationale ici en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons nous entretenir sur des sujets importants que vous voulez entendre et écouter sur vos salons. Ensemble avec vous, messieurs et dames, nous recevons notre invité. Otep, Chenouti Lobola Loilondo. Chez mon Otep, ancêtre Bwanakawa, et que la paix des ancêtres soit avec toi. Très bien. Dans la présentation, j'avais dit que vous êtes représentant de l'Afrocentricité internationale. Ceux qui vont nous suivre pour la première fois ont besoin d'avoir une idée de manière laconique sur l'Afrocentricité. Bon, l'Afrocentricité, c'est un mouvement panafricain qui avait été créé depuis les États-Unis par son président, Molefi, et par une dame très vertébrée, universel Amamasa. C'est ce que je représente ici comme Chenouti. Mais dans le cadre de la démarche actuelle, la démarche d'aujourd'hui, je représente plutôt le CESAC, le Conseil des sages du Kama. Là, j'ai été... Vous profitez aussi pour définir CESAC. Le CESAC, c'est le Conseil des sages du Kama. C'est une plateforme qui réunit plusieurs mouvements panafricains, plusieurs mouvements qui luttent pour la libération de l'Afrique. Et donc, j'avais été élu par mes compères qui sont aussi représentants d'autres mouvements du combat panafricain. Et donc, j'ai été élu par eux pour les représenter, pour être leur président dans le cadre du CESAC, du Conseil des sages du Kama. Et donc, je viens aujourd'hui justement pour ça, pour essayer un peu de partager avec nos amis sur la situation de notre pays, le Kama, alias Afrique. Très bien. Chenouti Lobola, je vous propose une introduction un peu provocatrice. Il n'y a pas longtemps, le pays avait reçu sa sainteté, le pape François. Il avait sur son cou un collier comme ce que vous avez là. Je vous vois avec une croix. Donc, ce n'est plus les valeurs panafricaines que vous défendez. Vous frôlez à la chrétienté avec votre croix. Très bien, monsieur Bwanakawa. Alors là, je réponds à cette question pour donner une idée, naturellement, au bébé spirituel qui continue de croire, malheureusement jusqu'à ce jour, qu'un certain Jésus avait existé. Et donc, à ces bébés spirituels, nous devons leur signifier tout simplement que Jésus n'a pas existé et que la croix qui lui a été attribuée est d'origine africaine. C'est ça que nos ancêtres ont appelé Ankh. Donc, ce n'est pas une croix, c'est Ankh. Et Ankh, ici, ça détermine tout. Ça détermine la vie et l'origine même de la vie. Vous avez l'arbre de vie avec l'ovaire qui donne la vie. Donc, ça représente à la fois l'homme et la femme qui sont auteurs véritablement de la vie elle-même. Et donc, ce n'est pas du tout la croix de Jésus, parce que ceux qui ont attribué
à Jésus une certaine sainteté ou une certaine existence, ont tout simplement copié de ce qui est à nous, ce qui a été à nous. Donc, ils ont copié la réalité de nos traditions parce que Jésus n'a jamais existé. Pourtant, il a existé un homme qu'on a appelé Héru, c'est-à-dire Horus, qui avait comme père Osiris, qui avait comme mère Isis. Et donc, c'était la Trinité divine. Et tous les trois émanaient du soleil qui était Ra, qui était la représentation même de Dieu. Et les trois avaient toujours un disque au-dessus de leur tête, le disque qui représentait leur origine divine dans le soleil. Et ce disque avait été attribué à Jésus et à sa mère et à son père Yahweh. Et donc, le tout leur avait été attribué parce que Horus est né d'une vierge et puis il a marché sur les eaux et il avait 12 disciples. Il a été trahi par son disciple qui était Chiffon et il est ressuscité 3 jours après. Il est monté sur la constellation d'Orion et il est là pour attendre les humains qui seront jugés par lui un jour. Tout ceci se passe 6000 ans avant que Jésus ne naisse, et je te permets à toi de tirer des conclusions qui s'imposent. C'est alors que tu pourras comprendre de quelle manière les gens venus d'ailleurs ont tout triché de nous, et ils ont attribué cela à un certain Jésus qui n'avait jamais existé. Et moi, je pense que ce sont les gens qui nous suivent depuis leur salon qui vont tirer des conclusions. Mais je sais tout de même qu'à ces moments, ils se posent la question, pourquoi ces choses que vous dites, on n'enseigne pas ça à l'église? C'est par là que nous allons clôturer l'introduction avant de prendre la batterie des questions réservées à vous aujourd'hui. Très bien. Toutes ces choses-là, on ne pouvait pas l'enseigner à l'église parce que l'objectif naturel du christianisme consistait à nous maintenir dans une prise de soumission. Et donc, ils ont apporté une religion que nous, on respecte. La religion chrétienne, c'est un message de paix, de salut pour un peuple qui s'est retrouvé à partir de cette religion-là. Mais quand la spiritualité traverse la frontière, donc elle devient, en principe, pardon, plutôt de la religion, parce que la spiritualité ne bouge pas du tout, c'est la religion qui traverse les frontières. Et quand ça traverse les frontières, ça devient une sorcellerie. Et donc, quand la religion chrétienne a quitté l'Occident et la Russie, et donc, quand elle est venue ici, et que nous ne sommes pas les descendants d'Abraham, par voie de logique, elle est absolument devenue une sorcellerie pour nous. Mais pour les Occidentaux et leurs frères, et donc, c'est une religion de développement, un message de paix, un message de vie. Un beau message, le message de Jésus, mais un beau message pour eux, la raison pour laquelle ce message n'a développé que l'Occident, mais ça ne peut pas nous développer, nous, parce que dès lors que ça vient chez nous ici, ça devient une sorcellerie, et donc on ne peut pas nous dire tout ça, toutes ces vérités, on ne peut pas nous le dire, encore qu'il faille découvrir tout cela, ils ne l'ont pas su, ils ne l'ont pas aussi découvert. C'est avec des gens comme des Champollion qui ont découvert toutes ces vérités. Et donc, voilà, toutes ces vérités sont mises à nu. Merci beaucoup, Chenou Tirobola Loilondo. Belle introduction pour nous deux. Alors, ceux qui vous connaissent savent que vous êtes spirituel, mais ils se demandent aujourd'hui si vous devenez politique. Pourquoi? Parce qu'on vous a retrouvé avec le CESAC, le Conseil des sages du Kama, à l'ambassade de la Russie. Vous avez été rencontrer l'ambassadeur de la Russie. C'était quoi la raison de votre visite à l'ambassade? C'était quoi le contenu de vos échanges? Et votre démarche vise quoi avec la Russie? Très bien, Ancêtre Manakawa. Notre démarche à l'ambassade de la Russie visait naturellement une interpellation. Nous avions voulu interpeller l'ambassadeur de Russie par rapport à leur démarche de la nouvelle vision du monde multipolaire. Et donc, nous nous sommes posé plusieurs questions. Nous nous sommes dit que le peuple russe qui veut changer la face du monde aujourd'hui est aussi un peuple chrétien, bien que parmi eux, il y a des juifs, il y a des musulmans,
Et donc, ils se reconnaissent aussi dans le christianisme. Or, le christianisme a été utilisé pour nous chosifier, pour nous esclavagiser. Alors, aujourd'hui, eux aussi, la Russie aussi a été, disons, attaquée par d'autres civilisations, principalement la civilisation occidentale, et elle s'est battue pour acquérir sa liberté. Et donc, nous nous sommes dit qu'autant nous rallier derrière un peuple qui a subi aussi des humiliations, et donc ces peuples-là, ayant vécu tout cela, peut naturellement nous aider dans notre combat. Nous pouvons véritablement être des alliés. Sauf qu'il fallait avoir des assurances. Est-ce qu'ils ne vont pas utiliser le christianisme pour nous assujettir à leur tour? Est-ce que la Russie ne va pas profiter de sa force pour nous émietter, pour écumer nos richesses, pour faire tout ce que nous voyons ici, tout ce que les bandits sont en train de faire? En quelle qualité vous menez cette démarche alors que vous n'êtes pas l'État, ni les animateurs de l'État? Pour mener un combat culturel, on n'a pas besoin d'être finalement un animateur de l'État. Notre constitution nous donne l'autorisation même de s'inscrire en faux contre les opérateurs politiques dès lors qu'ils ne sont plus dans les règles de la Constitution. Donc tout ce que nous faisons ici, nous le faisons avec l'approbation des lois de notre pays, parce que nous ne sommes pas à l'extérieur de ces lois, nous sommes dans une démarche absolument culturelle, et je crois que c'est notre droit le plus élémentaire, et là, c'est ce que nous avons. Ne pensez-vous pas que votre démarche risque d'être déjà vouée à l'échec à partir du moment où ce sont les animateurs de l'État qui détiennent la signature pour engager la RDC et son peuple avec d'autres États du monde, surtout qu'il n'y a pas très longtemps, la République démocratique du Congo avait voté pour l'Ukraine contre la Russie dans le Conseil des Nations aux Nations Unies? Je voudrais bien qu'on se mette d'accord sur une chose. La gestion de l'État n'a rien à voir avec la tension populaire. On peut bien gérer l'État et gérer l'État avec tout ce que la population ressent, parce que gérer, c'est prévoir. L'État n'est pas du tout ignorant des aspirations de son peuple. Notre pays, si hier, au tribunal des Nations Unies, il a voté contre l'agression de la Russie, ceci ne signifie pas que notre pays est d'accord avec tout ce que les Occidentaux font ici. Et pour preuve, essayez seulement de suivre les médias. Tu es journaliste, tu l'as suivi, et tu le sais mieux que moi. Suivez un peu ce qui s'est passé entre le chef de l'État congolais et le président Macron. Vous allez clairement comprendre qu'ils ont évolué dans les dimensions ou dans les fréquences véritablement opposées. Le chef de l'État est clair et il comprend. Il comprend très bien que les gens venus d'ailleurs, les impérialistes existent et ils veulent nous imposer leurs lois. Mais une chose est aussi vraie, c'est que quand on est en face d'un loup et que on sait très bien qu'on est mouton, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de force pour faire face à un loup, il faut véritablement chercher des techniques pour éviter de développer une guerre conventionnelle. Il faut plutôt développer une guerre non conventionnelle au risque de se faire damer par le loup. Et je crois que nos opérateurs politiques sont conscients de tout cela et ne croyez pas que le chef de l'État, ce qui nous représente à l'ONU, ignore la réalité de l'Afrique. Toute l'Afrique aujourd'hui en a marre. On ne veut plus d'être la chose des gens qui nous ont dominés voici 5 siècles. Et donc, le chef de l'État ou les opérateurs politiques de notre pays savent, parce qu'ils ont évolué dans un combat de libération.
le chef de l'État de la RDC, il est le fils de son père. Il a plus que moi évolué dans un environnement révolutionnaire, mais aujourd'hui, parce qu'il est porteur des œufs, il ne peut pas se permettre n'importe quoi. Mais cela ne doit pas pour autant nous empêcher, nous, la population, de mener le combat le meilleur. Et malheureusement, ils auraient dû nous soutenir, même financièrement, c'est ce qu'ils ne font pas. Mais dans sa tête, il est tout à fait conscient que nous sommes dans le bon. L'Afrique doit absolument se libérer. Ce n'est pas notre chef de l'État qui peut l'ignorer. Très bien. Merci beaucoup. J'ai une question qui va vous demander beaucoup plus de réflexion. Je vous donnerai un peu de temps pour faire un exposé afin d'éclairer ceux qui nous suivent par rapport au contenu de cette question. Chez nous, Tinobola, on parle actuellement du nouvel ordre mondial. Entre-temps, la République démocratique du Congo, par votre démarche, par votre canal, voudrait prendre la Russie comme son allié de taille. Or, on cherche un allié par rapport aux atouts, par rapport aux vertus dont il est porteur. La Russie n'est pas une puissance économique aujourd'hui dans le monde. Sur le plan des capitaux, on ne connaît pas l'impact de la participation russe à travers le monde. Plus encore, il n'y a pas d'investissement des Russes ici en République démocratique du Congo, et je prendrai même le risque de croire que partout en Afrique. Ce n'est pas un gros risque que vous êtes en train de prendre actuellement en passant qu'il est de bonne loi qu'on fasse partir le reste de l'Occident pour collaborer avec la Russie. Très bien, M. Bonakawa. Je t'ai toujours félicité parce que tu es l'un de ces rares journalistes dans notre pays qui posent des questions questionnantes. Merci. Des questions de fond. Simplement, je voudrais que vous m'accordiez quelques minutes. Oui, je l'ai annoncé, vous avez du temps pour ça. Pour vous expliquer que la Fédération de Russie est non seulement le pays le plus vaste du monde, mais aussi le pays le plus riche du monde. Contrairement à tout ce que les bandits venus d'ailleurs peuvent vous faire croire. Ce que vous devez saisir, et ce que les Africains, et particulièrement les Congolais, doivent saisir, est que l'Afrique est victime d'une grande escroquerie séculaire des Occidentaux, et cette escroquerie est tellement virtuelle que ça ne peut pas être saisi assez facilement par les hommes qui ont été formés à l'école de l'Occident. Alors ici, je voudrais bien te montrer combien les Occidentaux se sont constitués en un syndicat du crime. Donc ce sont des criminels, ce sont véritablement des voyous, et leur pays, ce sont des pays voyous, ce sont des bandits qui ont paupérisé toute la planète et ils vivent au-dessus de leurs moyens après avoir créé un syndicat du crime de nature à paupériser tout le reste du monde. Et voici comment ils opèrent. Mon frère Bonakawa, d'abord, je demande à nos téléspectateurs de comprendre une leçon que je voudrais bien donner ici. Parce que s'ils ne comprennent pas cette leçon, ils ne sauront pas du tout comprendre le reste de mon discours. Les Occidentaux nous volent à travers la monnaie. Et c'est ça qu'ils font croire aux gens qu'ils sont les plus riches, que ce sont des pays riches. Parce que ils nous volent à travers une richesse virtuelle. Et cette richesse, c'est la monnaie. Et donc, ce que nous devions savoir est que la monnaie a trois fonctions. Et ces trois fonctions ne sont pas respectées par l'Occident parce que la première fonction de la monnaie, c'est l'étalon des valeurs. Qu'est-ce que l'étalon des valeurs? L'étalon des valeurs, c'est l'unité de mesure des valeurs, un peu comme on peut aujourd'hui dire
Quelle est l'unité de mesure de longueur? Tout le monde sait comprendre que c'est le mètre. L'unité de mesure de capacité, c'est le litre. L'unité de mesure de poids, c'est le gramme. Je crois que c'est ça. Alors, l'unité de mesure de valeur, c'est la monnaie. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans cet immeuble, pour mesurer la valeur de cet immeuble, au départ, on pouvait bien mesurer la valeur de cet immeuble en se référant à l'or. Écoutez, cet immeuble vaut autant de lingots d'or. Vous comprenez? Alors maintenant, puisque l'or ne pouvait pas circuler auprès de tout le monde, on a transformé l'or en monnaie. Vous comprenez? La deuxième fonction de la monnaie, c'est le réserve de valeur. C'est-à-dire, Bonakawa peut se dire aujourd'hui, donc, écoutez, j'ai une villa, et j'ai une voiture, j'ai des meubles, mais je ne peux pas avoir ça chez moi. Je vais avoir tout ça dans 2 ans. Même. Et la villa, et les voitures, et les meubles, et le tout de la richesse, et puis il y a ça en termes de monnaie. Ce sont des valeurs que tu gardes. Donc, c'est ça la deuxième fonction de la monnaie, réserve de valeur. Et la troisième fonction de la monnaie, c'est l'unité d'échange. C'est-à-dire que Bonakawa a besoin de ma voiture, moi j'ai besoin de sa maison, et donc il faut faire l'échange. Maintenant, Bonakawa se retrouve en Europe. Moi je suis ici, il ne connaît pas. Alors pour que Bonakawa achète ma maison et que moi je sois en mesure d'acheter sa voiture, alors Bonakawa va vendre sa voiture, il a la monnaie qui va lui permettre à ce qu'il puisse acheter ma maison. C'est grâce à la monnaie qu'on fait faire des échanges pour éviter des trocs qui est trop lourd. Je crois que vous avez compris. Alors maintenant, j'en reviens pour prendre comment les Occidentaux nous volent jusqu'à ce jour et se présentent comme étant une communauté riche. Les Occidentaux nous volent à travers la monnaie. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut maintenant connaître l'origine de la monnaie. Comment la monnaie est apparue? La monnaie est apparue parce que elle devait jouer le rôle de l'or. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a créé des banques. La première chose qui s'est constituée avant que la monnaie n'apparaisse, c'était des banques. De quelle manière? Il y a des gens qui ont beaucoup d'or. Bonakawa a de l'or. Moi aussi j'ai de l'or. Celui-là, il a aussi de l'or. Ça représente des valeurs. Avec de l'or, on peut échanger toutes marchandises. Alors, finalement, deux personnes détiennent de l'or, mais ils ont la difficulté de garder ça. Il peut y avoir des voleurs, il peut y avoir des gens, des criminels, mais tout au moins, il y a des rois, il y a des gens qui ont assuré leur sécurité et ceux-là peuvent garder de l'or. Alors, ils se sont constitués en banquiers. C'est ça l'origine des familles Rothschild, ainsi de suite, des rois, c'était pratiquement des rois qui avaient une sécurité assurée. Alors, ils avaient des banques, c'est-à-dire ils gardaient de l'or des autres chez eux. Alors maintenant, c'est monsieur-là qui a de l'or, il veut acheter quelque chose chez moi. Alors, il dit que monsieur, je prends ton troupeau, donnez-moi 50 chevaux et 50 bœufs, moi je vais te donner de l'or. Et il me dit, où est ton or? Il me pose la question, où se trouve ton or? Il me dit que, écoutez monsieur, mon or, je ne peux pas quand même le garder ici. L'or, je le garde chez M. Rothschild. Il garde mon or. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me rends chez M. Rothschild et à qui je pose la question, est-ce que M. Tel, je voudrais bien lui remettre 50 bœufs et 50 chevaux. Est-ce qu'il a de l'or chez toi ici? Il me dit oui, absolument, il a de l'or chez moi. Il suffit seulement qu'il te donne un bon. Et moi, si je vois c'est bon avec sa signature, eh bien, je vais te remettre de l'or. Je vais te remettre son or et toi, tu lui remets les chevaux et les bœufs. Et c'est à partir de ce moment-là que je reviens chez ce monsieur-là qui visiblement n'a rien, mais me dit qu'il a de l'or qui est caché dans une banque chez M. Rothschild. Alors lui, il me fait faire un bon. Avec ces bons, je vais chez M. Rothschild et il va soustraire dans ses réserves d'or, me dire que ok, j'ai vu sa signature, j'ai vu son bon, et désormais toi, il y a aussi de l'or ici.
Alors maintenant, est-ce qu'il m'est permis de te remettre ton or ou pas aussi tu acceptes que je le garde ici? Alors, c'est là va me te dire qu'écoutez, monsieur, tu peux garder aussi mon or aussi parce que chez toi, c'est l'assurance. Et c'est comme ça que la monnaie est apparue, c'est-à-dire les bons. En fait, la monnaie, ce sont des bons du trésor. La monnaie représente tout simplement le bon du trésor, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a son trésor caché quelque part et il peut te remettre des bons du trésor et avec ça, toi aussi tu as de l'or. Alors, qu'est-ce qui est arrivé maintenant pour citer? Les Américains, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont prétendu avoir beaucoup d'or. Ils ont accumulé beaucoup d'or, de sorte que leur monnaie, le dollar, était soutenue par la plus grande quantité d'or qu'ils disposaient. Par la suite, vers les années 70, l'on a découvert que ces messieurs n'étaient que des escrocs. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout suffisamment d'or qui pouvait bien soutenir, n'est-ce pas, leur monnaie. C'est alors que le dollar commençait à chuter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont décidés, n'est-ce pas, de coopérer avec l'Arabie Saoudite pour que tout le monde puisse acheter le pétrole en dollars, d'où la naissance du pétrodollar. Ce sont des choses que les gens doivent reconnaître. La naissance du pétrodollar, et comme le dollar, c'était de l'or noir, on a appelé ça l'or noir, donc ils commençaient à soutenir leur argent par le pétrole qu'ils s'étaient approprié en quelque sorte parce qu'il fallait faire des échanges d'armes avec l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Alors maintenant, c'était l'or noir, le pétrole qui soutenait en quelque sorte leur dollar. Alors, par la suite, ces voyous, permettez-moi le terme, ont découvert qu'en fait, ils avaient acquis une richesse virtuelle. Ils pouvaient bien tourner leur dollar, alors qu'en réalité, ils n'avaient pas de richesse. Monsieur Kwanakawa, dites-moi, qu'est-ce que les États-Unis vendent ici? Parce que ta question, parce que maintenant je tombe sur ta question était que la Russie était un pays pauvre. Alors que la Russie, c'est un pays extrêmement riche, l'unique, qui se suffit avec ses propres moyens. L'unique pays qui n'a même pas besoin de spolier les autres. L'unique pays qui n'a pas créé un empire colonial. Et l'unique pays qui se développe par ses propres moyens. La France est en train d'escroquer plus de 1000 milliards en Afrique avec son franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, parce que c'est ça la définition de l'abréviation, franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Et chaque année, ils spolient les Africains avec plus de 1000 milliards de dollars qu'ils gardent dans leur banque. Et tu vas me dire que c'est une puissance, alors que la Russie n'a pas développé la colonisation, la Russie n'a pas d'empire colonial, la Russie n'a pas spolié avec une richesse virtuelle comme les Américains le font avec leurs dollars. Et avec l'opération spéciale du président Poutine, nous vivons maintenant la dédollarisation. Et voilà, messieurs, les États-Unis viennent de fermer leur banque, la 6e banque américaine, comment on appelle ça, Sicoline, le nom m'échappe, vient de fermer la 6e banque américaine. Donc, les réserves fédérales, ça tombe comme un fruit. Donc, c'est pour finalement répondre, j'ai été particulièrement là, il le fallait, c'est pour te dire que vous assimilez à un propagandiste. Voilà, ce n'est pas un propagandiste, c'est ça la réalité. Et c'est ça que les gens doivent savoir. Silicon Bank, voilà. Silicon Bank vient de tomber et ce sont des signes qui ne trompent pas. Donc, les États-Unis n'ont jamais été un pays riche. C'est un pays de spoliateurs qui écume toutes nos richesses. Ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est l'Amérique et ses petites filles, la France et l'Union européenne. Ce sont ceux-là qui nous détruisent. Et aujourd'hui, plus que jamais, la Fédération de Russie
va devoir les émietter. Ils sont vaincus. Parce que, comme elle a dit, je vous avais suivi avec mes frères de la fosse du CESAC la fois passée. Ils vous ont assuré que nous sommes dans l'ère du Verseau et que c'est la fin des enfants d'Israël qui ont dominé toute la terre en se proclamant peuple élu de Dieu. Et donc, avec la Russie, finit cette histoire, ce n'est qu'une question de temps. Très bien, merci beaucoup. Mais apparemment, chez nous, Tilobola, vous êtes en train de vous enfoncer dans le gouffre. Parce que on vous reconnaît, non chrétien, non musulman, africain dans sa totalité. Vous prêchez les ancêtres, vous invitez les Africains à considérer, à valoriser leurs us et coutumes, leurs traditions et cultures. Mais vous voulez prendre comme allié un pays qui est en quelque sorte christianisé. Vous n'avez pas peur que demain, la Russie, elle aussi, vous exige de vous conformer à sa religion avant de bénéficier, bien entendu, des avantages qu'elle peut avoir pour vous. Très bien, mon frère Bwanakawa. Nous étions à l'ambassade de la Russie. Je ne sais pas si la Russie peut nous balancer quelques images aussi de référence. Nous étions là, non pas pour un vœu pieux, pour tendre une main, non. Nous étions là pour poser des questions responsables. Alors, la Russie, comme tu viens de le dire, que c'est un pays chrétien aussi. Mais on a parlé, on a posé des questions. Vous savez, la Fédération de Russie présente tous les signes d'un pays libérateur. Pourquoi? Même sur le plan spirituel, la Russie est chrétienne. Mais quelle chrétienté? Quel christianisme? La Russie est chrétienne, mais la Russie n'utilise pas du tout la Bible de l'escroquerie qu'utilisent les chrétiens de l'Occident. La Russie utilise, je crois que ça doit être la version de Septante. La version de Septante, c'est celle-là qui est utilisée par les orthodoxes, l'Église orthodoxe. Et la Russie, c'est une fédération qui a appris à ne pas mêler Dieu dans la gestion sociale des peuples. Pourquoi? Parce que la Fédération de Russie, à travers leur religion, ils ont évité d'escroquer les gens à travers la religion. Qu'est-ce que les chrétiens de l'Église ont fait? Et donc là, vous êtes là, vous voyez, c'est nous là, à l'ambassade de Russie. Est-ce qu'on peut bien ajuster la vidéo pour donner une vision de ça? Nous étions accompagnés avec nos chefs coutumiers, vous pouvez même justement, disparaître, vous voulez avec nos chefs coutumiers, justement pour demander à la Fédération de Russie de comprendre que nous ne sommes pas du tout chrétiens. Et donc, nous ne pouvons jamais, pas un seul jour, accepter que notre religiosité à nous, notre spiritualité, fut dominée par le christianisme. De quel œil ils vous ont regardé? Donc, même c'est une fédération plus que démocratique. Plus que démocratique, parce qu'ils ont justement compris qu'ils ne viennent pas ici pour nous émietter, pour nous dominer avec leur religion ou avec leur spiritualité. Loin s'en faut. Parce que la Russie n'avait jamais, alors là c'est moi avec l'ambassadeur, le conseiller Tokmakov, avec qui on a partagé assez clairement sur cette situation. Et donc, la Russie comprend très bien qu'il ne fallait pas mentir aux gens, que écoutez, il ne faut pas avoir des prêtres qui ne se marient pas, non. Chez les orthodoxes, ils sont clairs. On ne peut pas tromper les gens. Les prêtres orthodoxes se marient. Et chez les gens venus d'ailleurs, chez les occidentaux, ils sont là en train de vous mentir. Écoutez, les prêtres ne doivent pas se marier. Et les prêtres, et avec tout ça, les prêtres sont tenus à l'écart visiblement de la société. Et aujourd'hui, chez l'Église catholique romaine, le plus grand nombre de
pédophiles se recrutent dans cette église-là. Chose que la Fédération des Russes ne peut pas accepter. Et vous comprenez très bien que chez eux, ils n'ont pas menti. Leurs prêtres se marient chez les orthodoxes. Ils sont en train de partager avec la société une seule vision sociétale. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Et donc, eux, ils seront dans leur religion, nous serons dans la nôtre. Et donc, la Russie est une fédération qui rejette l'homosexualité. Aujourd'hui, en Espagne, on vient de voter une loi qui autorise à un homme de s'accoupler avec une bête. C'est autorisé en Espagne, monsieur. Voilà. Les Occidentaux viennent d'autoriser, le Parlement espagnol vient d'autoriser qu'un homme puisse s'accoupler avec sa bête. C'est un droit pourvu que cette bête-là ne puisse pas présenter des cas de lésion dans son appareil sexuel. Je vous pouvez imaginer tout ça? Est-ce que vous mesurez la taille du problème que vous risquez de présenter aux Congolais lorsque les autres puissances qui se sont installées ici depuis des lustres constateront que nous accueillons la Russie, puisqu'ils ne seront pas cohabités, ils seront obligés soit de vaincre la Russie, soit de plier bagage, ce qui n'est pas envisageable, ce qui ne sera jamais comme d'une génération spontanée. Alors, si les balles crépitaient, si les conflits s'installaient, parce qu'ils vont utiliser des armes de Satan XY, cette fois-là, vous serez responsable du malheur des Congolais. Avez-vous mesuré ces événements-là? Monsieur Bwanakawa, tout ce que je peux te dire est que aucune civilisation n'a tenu debout au terme de 2000 ans. Et la civilisation occidentale ne fera jamais l'exception. Jamais. Mais référez-vous au président Macron, même dans le cadre de notre émission, ceux qui vont suivre l'émission jusqu'à la fin, vont suivre cet élément dans notre émission. Le président Macron s'adresse, n'est-ce pas, à ses frères leur disant qu'écoutez, et il leur dit que toutes les civilisations passent et je vous assure que la civilisation occidentale va passer. Il faut suivre ça dans le cadre de cette émission. Macron le sait. Macron sait très bien que la civilisation occidentale est en train de tomber comme un fruit. Ils ont fait trop de mal à la planète, de sorte que ils ne peuvent plus jamais résister devant la force du bien de la Russie. La Russie arrive comme une lumière. Et quand la lumière arrive, l'obscurité disparaît. S'il faut parler de l'affrontement, les Occidentaux sont conscients. La Russie vient d'abattre leur drone dans la mer Noire. Mais Joseph Robinette Biden, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as vu sa déclaration? Joseph Robinette Biden a dit que je ne peux pas avoir de problème avec la Russie. Il appartient à son peuple de le comprendre. Si les Français et les Européens refusent de comprendre ces discours, ils vont disparaître parce que la Russie a toute la force de faire disparaître l'Occident en une minute. Plus de 6000 têtes nucléaires que les États-Unis ne disposent pas, ils en sont conscients. Ce sont les Africains qui ne comprennent pas les enjeux. Les Occidentaux eux-mêmes savent très bien que sur le plan militaire, ils ne peuvent jamais faire face à la Russie, pas plus qu'ils ne feront face à la Chine, parce qu'aujourd'hui, avec les missiles hypersoniques, il paraît que la Chine même en a développé plus que la Russie, et que les Américains sont dans un retard qu'ils ne peuvent rattraper qu'au terme de 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, la Russie déjà a développé les semi-conducteurs, ils commencent à fabriquer eux-mêmes leurs semi-conducteurs. Donc, c'est même un faux discours, mon frère. Les États-Unis et l'Occident sont en train de tomber comme un fruit. Et s'ils veulent, ils vont étendre la guerre certainement jusqu'à chez nous et ils seront battus. Ça, nos ancêtres nous l'ont déjà signalé. Très bien. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission.
il nous reste une ou deux petites questions, mais à la première, je voudrais que vous puissiez répondre rapidement. C'est que la Russie est en train de faire subir à l'Ukraine. Le monde entier considère cela comme une injustice. Tout à l'heure, vous avez dit que la Russie prône entre autres la démocratie. Au nom de cela, pourquoi ne pas laisser l'Ukraine faire son choix d'être dans l'OTAN? L'Ukraine... Là aussi, c'est l'un des aspects qui font peur aux Congolais. L'Ukraine a déjà fait son choix parce que le 2/3 ou le 3/3 de la population d'Ukraine est russe. Est russophone, monsieur. Il y a eu des accords de Minsk dans lesquels on avait demandé à l'Occident de ne pas armer l'Ukraine. Il fallait bien que l'Ukraine fût un terrain neutre pour assurer la sécurité de la Russie, monsieur. Mais les Occidentaux ont poussé leurs pions. Et les Russes ne sont pas des derniers des cons qui devaient attendre jusqu'à ce que les feux de l'OTAN arrivent jusqu'aux frontières de leur nation. Ils ont allumé le feu avant. Peut-être qu'une troisième guerre mondiale serait en agir. Non, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale parce que les Occidentaux ont peur des hypersoniques russes. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre de troisième génération, de la troisième guerre mondiale. Non, non. Les Occidentaux ne sont pas prêts à vivre une telle guerre. Voilà pourquoi ils sont déjà vaincus avant même que cette guerre ne débute. Merci, Chenouti. Je commençais par une question provocatrice. Apparemment, je vais clôturer aussi par une question du même genre, mais ça nous vient des téléspectateurs qui nous demandent: est-ce que vous envisagerez un jour retourner dans Vuvamu, parce que vous avez commencé votre combat spirituel dans Vuvamu? Ils le disent parce que vous avez mis en place le CESAC. Il y a plusieurs formations, plusieurs structures qui défendent les valeurs africaines. Vuvamu aussi. Si peut-être vous ne saurez pas faire adhérer Vuvamu, est-ce que vous envisagerez vous-même un jour y retourner? On va clôturer par là. Très bien. Bon, c'est une question qui peut paraître anodine, mais elle vaut tout simplement d'ordre quelque part parce que tu vois, il faut pas rêver. C'est quand même Vuvamu, c'est une école primaire et à laquelle nous sommes assez reconnaissants. Mais tout ce que je suis en train de raconter ici, toutes ces connaissances hautement scientifiques ne peuvent pas être supportées par les opérateurs spirituels du Vuvamu. On ne peut même pas te permettre de développer un tel discours. C'est comme si l'âme était plus puissante. Ouais, c'est-à-dire que tu veux faire travailler, tu veux faire un travail qui exige 500 gigas dans l'ordinateur. Tu veux travailler ça dans une machine qui n'a qu'un giga. Alors là, la machine va s'écriver, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas se moquer de ton maître de l'école primaire. Donc, si tu as été à l'école primaire et que tu dois évoluer à l'université, on peut demeurer respectueux à son maître de l'école primaire, encore que le maître doit comprendre que ce qui est primaire doit le rester. Moi, je pense plutôt que nos amis de Vuvamu doivent nous accompagner. Ils doivent plutôt nous rejoindre parce qu'à un certain niveau d'évolution de la réalité, il faut être beaucoup plus pragmatique, évoluer. Et donc, nous allons mener le même combat. C'est le même combat qu'on mène ici. Et je ne pense pas qu'il y ait lieu de passer à ce qui est déjà, de penser à ce qui est déjà passé. À la limite, ça risque d'être déjà trop primaire. Messieurs et dames, c'était chaud. Mais que dire d'autre? Les Chenouti a déjà tout dit. C'est par ici que nous allons clôturer cette émission que vous avez beaucoup aimée. Continuez à nous appeler. Suivez-nous suffisamment. Vous allez découvrir le contenu que portent ces gens que vous appelez Baïndouana. Moi-même, j'apprécie ce courage et cette façon d'exposer et de défendre notre Afrique à nous tous. Nous avons donc reçu Chenouti Dobora Loigondo. Par ces mots, je vous dis au revoir. Nous nous revoyons à une prochaine édition d'Afro Lumière. Bye bye.